accueillir notre prochain présentateur, Gilbert Cabana, qui va nous présenter une présentation dont le nom est... Oh, je me suis trompé de nom. Donc, je vais le laisser présenter le nom, excusez-moi. Gilbert est formé à McGill et UC Berkeley. Il est professeur à l'UQTR depuis 1998 et il est passionné de nature depuis son enfance. Depuis, il est devenu limnologiste, spécialiste en écologie aquatique. Donc, j'accueille Gilbert. Merci beaucoup, ça me fait plaisir d'être ici, de voir mes anciens collègues qui viennent. Donc, on parle beaucoup de biodiversité, donc il y a un grand nombre d'espèces de poissons au Québec, il y en a 116, et puis on en trouve 82 dans le lac Saint-Pierre. Donc, il y a de quoi s'amuser, et quelque part là-dedans, il y a un poisson mystérieux dont je vais parler ce soir, le poisson concombre. Il y a beaucoup d'espèces qui sont négligées, pas exploitées, souvent mangeables, pas mangées. Donc, je les appelle les oubliés du Saint-Laurent. Et donc, la présentation, c'est le chapitre 1 de ce thème-là, parce que je vais y revenir plus tard dans l'année qui s'en vient pour parler de ce sujet-là. Mais revenons à notre poisson mystérieux, le poisson concombre. Tout commence à la ferme Beaulac, à Baie-du-Fèvre. Pour parler de poisson, il faut commencer à une ferme, n'est-ce pas? Donc, on est là à la ferme Beaulac, à Baie-du-Fèvre, et M. Beaulac élève du poisson concombre. On peut voir donc qu'il maintient un pâturage et bien sûr, il fait de la ferme bio, donc, du bœuf de viande, des cochons, etc. On est autour du lac Saint-Pierre, où j'ai mis l'étoile rouge, c'est où est la ferme. Donc, on est dans la pleine inondation du lac Saint-Pierre. Et vous avez donc la zone d'inondation de récurrence de 0,2 ans. Donc, c'est régulièrement inondé. Vous avez sûrement vu des images comme ça lorsqu'il y a des périodes de forte crue. Ce n'est pas le cas cette année, mais d'autres années, oui. Donc, le même champ qu'on a vu, en période de crue, nous, on se balade en moteur pour aller échantillonner. Et il y a plein d'espèces de poissons jusqu'à au-delà d'une vingtaine qui vont faire plein de choses, se reproduire, se nourrir dans cette zone-là. Moi, j'aime les poissons, puis j'ai plein de collègues qui aiment les poissons. Et quand j'ai vu la liste d'espèces qu'on pouvait capturer dans cette zone-là, j'ai vu le grand corrigone. Le grand corrigone, 2000 poissons à l'hectare qui sont capturés au printemps dans cette zone-là. Et puis, ce n'est pas un poisson que j'associe avec les champs agricoles vraiment. Ce n'est pas un poisson qui est fréquent dans le fleuve Saint-Laurent. Vous avez sûrement deviné que le poisson concombre est le grand corrigone. On voit d'ailleurs qu'un groupe ici de personnes qui travaillent en agriculture qui, pour la première fois, sont confrontés avec le concept d'un champ agricole qui est inondé. Donc, on voit qu'ils sont perplexes. Le grand corrigone, c'est une espèce noble, donc qui a une importance vitale en termes de consommation pour les peuples autochtones. En fait, mais ce qu'on voit, ce n'est pas l'adulte que je viens de vous montrer, ce sont en fait des juvéniles, pas juste des larves. À gauche, vous avez des petites larves dans le fond du petit pot, mais à droite, vous voyez quand même un poisson qui est bien développé, qui va être capturé dans la plaine d'inondation vers la fin de l'inondation. Spécimens qu'on m'a donné, c'est le ministère qui nous les a donnés. On a aussi des collègues ici qui ont... Donc, le mystère du poisson concombre. Poisson concombre, on va savoir bientôt pourquoi on l'appelle le poisson concombre. Bien sûr, une importance cruciale pour les peuples autochtones, je disais. Ici, on voit des images de la pêche de ça. On l'appelle le poisson blanc. C'est un poisson qui est central, je dirais, dans la survie des Amérindiens sur des milliers d'années, ici au Québec, au Canada. C'est une espèce qui est distribuée partout au Canada. C'est délicieux. C'est un poisson noble. Donc, fumé, là, si vous pouvez en trouver, ça se trouve en Ontario. Donc, c'est vraiment délicieux. Et c'est un poisson qui est sur les armoiries de la ville de Trois-Rivières. Donc, vous voyez ici à droite la ville de Trois-Rivières. C'est un salmonidé, dans la même famille que le saumon. Et il y a cette fameuse nageoire adipeuse. Il y a Pierre Magnan qui connaît la nageoire adipeuse parce qu'il a attrapé la maladie
de la nageoire adipeuse. Elle a en fait toute sa carrière sur l'ombre de Fontaine. Et donc, il y a cette fameuse nageoire adipeuse-là qu'on peut voir sur les armoiries de Trois-Rivières. Donc, il y a 3 corégones qui représentent les liens forts qu'il y a avec les Atikamekw, entre autres, mais aussi les Trois-Rivières, bien sûr. Quand on va voir c'est quoi Grande Corégone, bien, sur Wikipédia, vous faites tout ça. Si vous mettez la version Atikamekw, donc il y a une version Atikamekw, donc Atikamekw, le nom du Corégone en Atikamekw, c'est quoi? C'est Atikamekw. C'est donc un totem important pour ces gens-là, donc qui est important dans leur culture. Donc, ça permettra de réaliser qu'est-ce qu'il y a sur les armoiries de Trois-Rivières qui sont importantes. Donc, cette espèce-là vit en lac, mais surtout en rivière. Rapidement, une fraie tardive en automne, comme tous les ombres, les salmonidés, très différents du brochet, de la perche chaude, etc. Les œufs éclosent à la fonte des glaces. Ce n'est pas une bonne période pour échantillonner tellement. En rivière, les larves dérivent avec la crue printanière. Et bien sûr, ils sont absents de la section eau douce du fleuve en été. Personne ne capture du corégone dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, d'où viennent-ils? On en capture à l'occasion à la fin de l'hiver. Les adultes, en fait, vivent l'été dans le bas du fleuve. Donc, on a la carte à gauche, près de Montmagny. On peut les capturer l'hiver là aussi, mais jamais l'été. Donc, on sait que la population est dans cette section-là du fleuve. Et donc, il faut commencer à mettre les pièces du puzzle ensemble. Comment on peut avoir des larves et des juvéniles de corégone dans un champ, pas de maïs, mais un champ agricole à Baie-du-Fèvre, quand les adultes sont, pendant la majeure partie de l'année, dans le bas du fleuve. Bien sûr, ils vont se balader en hiver. Et avant, les permis de pêche permettaient aux pêcheurs commerciaux de pêcher plus tôt, en avril, par exemple. Et puis donc, je suis allé parler avec les pêcheurs commerciaux, puis ce qu'ils m'ont dit, ben voilà, on voit une image ici de ce qu'ils pêchaient. C'est des gens qui habitent à Pierreville, donc des Desmarais, sur la rue Desmarais, tout le monde s'appelle Desmarais, fait que c'est pas compliqué. Et puis donc, j'ai rencontré M. Desmarais, dont j'avais oublié le nom, mais je disais, M. Desmarais, je suis correct avec ça. Et puis donc, M. Desmarais m'a dit, ça sent le cocombe quand tu l'ouvres. Donc, encore là, on parle d'olfaction avec Johan. Donc, le poisson cocombe sent le cocombe. Et puis donc, M. Desmarais m'a confirmé qu'en effet, il en capturait à la fin de l'hiver. Donc, qu'est-ce que fait le poisson concombre, le grand corégone? C'est ce qui m'intrigue. J'en ai pas fait un sujet principal de mes recherches, mais ça m'intrigue beaucoup. Donc, le premier scénario, ça serait que les adultes vivent dans le bas du fleuve et puis migrent en fin d'automne et puis pondent leurs œufs quelque part dans le lac Saint-Pierre, ce qui, on doute, parce que ce n'est pas une espèce qui pond ses œufs vraiment dans des substrats mous. Et puis, donc, ça, c'est mystérieux. Un autre scénario intéressant serait que, en fait, puisque c'est un poisson qu'on appelle anadrome veut dire qu'il est en eau salée, qui va en eau douce, continuerait et puis irait frayer dans une autre rivière, possiblement la rivière Saint-François. Parce que la rivière Saint-François est une rivière qui pourrait avoir des salmonidés. Et ce que j'ai trouvé, en fait, c'est intriguant, c'est qu'en fait, au 19e siècle, c'était une des plus grandes rivières à saumon du Québec. Donc, il y a un mémoire de maîtrise qui a été fait par Mme Allard, qui montre d'ailleurs, il y a 3 endroits qui s'appellent Rivière au saumon. Quand vous allez à Sherbrooke, là, vous allez voir une pancarte qui est Rivière au saumon. Ben, il y avait des saumons qui montaient comme ça le Saint-François. Et elle cite d'ailleurs que vers 1870, ben, on pouvait capturer 250 saumons jusqu'à 43 livres. Et puis qu'avec un peu d'attention, on aurait pu maintenir une des plus grandes rivières à saumon au Québec. Donc, il y a quand même un message intéressant là-dedans, un message qu'on décrit comme, pardon, un message d'amnésie environnementale. Il n'y a plus de problème avec le saumon sur le Saint-François parce qu'il n'y en a plus. Donc, ça, c'est quelque chose à garder en tête. Si le corégone remonte le Saint-François, bien sûr, il va être bloqué à Drummondville, où il y a un barrage.
Et d'ailleurs, il y a une frayère à esturgeon là. Donc, la rivière est quand même assez fonctionnelle encore. Puis donc, le scénario que j'ai développé, ça serait que ces poissons-là remonteraient et puis pondraient quelque part vers au mois de décembre, peut-être à Drummondville, peut-être en aval, et que les petites larves, ben, au printemps suivant, quand les glaces fondent, vont dériver pour ensuite aller dans le lac Saint-Pierre. Et la question, c'est comment ils se ramassent dans un champ agricole. La raison, c'est la crue. Donc, ils vont être poussés dans les terres, passer un petit bout de temps là, grandir, et puis après ça, retourner dans leur pays d'origine, dans le bas du fleuve. Comment ça se peut? C'est qu'en fait, le fleuve est complexe, le lac Saint-Pierre est complexe. Donc, on voit que les eaux qui sont au sud, en fait, c'est les eaux de la rivière Saint-François qui forment un lac dans le lac. Et donc, ce n'est pas surprenant que lorsqu'il y a une forte crue au printemps, bien, ces eaux-là vont être poussées, soulevées, si vous voulez, dans le champ. Éventuellement, à la décrue, ces petits poissons-là vont partir et puis retourner vers le bas du fleuve. Il y a une superbe photo ici que Pierre-André a pris au département en drone, où on voit cette couche, ce non-mélange des eaux, cette eau-là brune qui est poussée dans les terres à baie du Fèvre. Donc, c'est le scénario qui m'intriguait et puis j'ai voulu le tester pour terminer et puis d'utiliser une technique qui s'appelle l'ADN environnemental pour voir si je pouvais détecter l'ADN de Corrigan qui montre le Saint-François. En passant, c'est une technique, l'ADN environnemental et aussi le Corrigan, deux sujets qui étaient vraiment à cœur d'un collègue qui nous a quittés récemment, Louis Bernatchez. Donc, je lui en ai parlé quand il était à l'hôpital et puis il était vraiment touché par ça. Donc, je suis allé en novembre-décembre sur le pont échantillonné. En décembre, il faisait fret. J'étais tout seul au milieu du pont en train de descendre un bidule, un Van Dorn pour aller chercher de l'eau. Et puis, j'ai fait ça semaine après semaine. On était en COVID en plus. Donc, donc, la question était, est-ce que je pourrais détecter l'ADN des adultes qui vont remonter? Roulement de tambour. Merci, merci, merci. Et le résultat est? J'ai rien trouvé. Aucune montaison détectée en novembre-décembre. Peut-être que le frais est moins ou plus tardif. Je veux dire, je me suis tanné après 5 semaines à aller chaque semaine au milieu du pont pour ramasser de l'eau. Donc, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Je l'aurais manqué. Peut-être que la frayeur est en aval ou ailleurs dans le système. Donc, il y a des questions qui peuvent être résolues, qui peuvent être examinées donc, pour dans le futur. Mais entre-temps, ben, on continue à produire du Grand Corrigan sur la rive sud, dans les champs. Et puis donc, si vous voulez connaître la suite, ben, il va falloir lire le prochain volume, Le retour du mystère du poisson concombre. Merci. Question? Oui, Pierre. Ta question, c'est quoi, Pierre? Oui, il en capturait quand il m'a dit avant, les permis permettaient de pêcher plus en avril. Maintenant, c'est plus tard. Il en capturait. Pas des tonnes, mais il en capturait. Il ne m'a pas dit où, mais je soupçonne qu'il était au lac Saint-Pierre. Donc, oui, c'est ça. Donc, moi, je soupçonne qu'il se balade. D'ailleurs, j'ai enlevé des diapos, mais il y a des captures sporadiques en hiver. Mais pas beaucoup, malgré le fait que depuis longtemps, les gens pêchent en hiver au lac Saint-Pierre. Et puis, c'est un poisson qui est susceptible d'être capturé si tu pêches d'autres espèces. Donc, oui, il en capturait. Il y a des captures dans le Richelieu, près de Montréal. Mais c'est un mystère, qu'est-ce qui se passe en hiver. Et puis, c'est intéressant parce qu'il y a d'autres espèces comme la lotte, bien sûr, le petit poisson des chenaux, qui exploitent le fleuve en hiver et puis qui fout le camp en été. Donc, ça permet de réaliser qu'il y a le fleuve en hiver puis il y a le fleuve en été qui jouent des rôles bien différents. Si vous n'avez pas d'autres questions, la prochaine
dans l'année qui s'en vient, on va continuer avec les oubliés du Saint-Laurent. On va parler du vrai sexe de la barbue de rivière, par exemple. La barbue de rivière, qui est troublant. Et puis, on pourrait aussi aborder la question du poisson castor. Est-il le produit des amours entre un brochet et le castor?